nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino, pueblo heroico, pueblo bueno. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí, tratando de matarme. Tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros. Tratando de matarme. Esta mañana hablé con Lula, me llamó Lula, después yo le devolví la llamada, quiere venir a visitarnos pronto, mandó saludos, me dijo salúdame a toda Venezuela, le dijo, aquí está este país que te quiere, Lula. Nicolás está por Argentina, Cristina me invitó, pero no me daba tiempo de ir a un evento, la inauguración de la Casa América, un museo, una casa de trabajo. Y iban a la frontera con Paraguay a inaugurar una obra eléctrica con el presidente Fernando Lugo. Hablé con Evo también esta mañana, intercambiando opiniones, ideas, preocupados por lo que está pasando en el norte de África, desde Egipto hasta Libia, Túnez, Yemen, hay un rebulicio, rebeliones, alzamientos, con riesgo de guerra civil en algunos países como Libia. Pronunciamientos de gobiernos de buena parte del mundo, el cinismo de Estados Unidos, el doble rasero. Yo lo dije ayer, todo el mundo sabe nuestra posición a favor de la vida, todo el mundo sabe nuestra lucha por la paz. Todo el mundo sabe cómo nosotros amamos a todos los pueblos y cómo amamos y queremos al pueblo árabe, a los pueblos de Arabia, y cómo esos pueblos nos quieren a nosotros. Y cómo hemos hecho un esfuerzo por llevar las mejores relaciones con los distintos gobiernos que hay en el mundo árabe, que a veces van de un extremo al otro. Y somos amigos, hemos sido amigos de todos esos gobiernos. Yo soy amigo del rey. Fui amigo del rey Fahd de Arabia Saudí, soy amigo del rey Abdullah, estuvo aquí en Caracas, en la cumbre, y varias veces nos hemos visto y somos, hay mucho afecto.
amigo del emir de Qatar, del presidente de Siria, amigo, estuvo aquí también, ha venido varias veces el emir de Qatar, hace poco quería venir, no pudo, cuando la cumbre que había, que fue suspendida por lo que está pasando por allá. Amigo de Buteflika, algunos problemas ha habido en Argelia también, amigo de Gaddafi, y en Libia hay un gran problema. Y el tratamiento mediático. Nous sommes en patrouille avec la police de Caracas. Ici, tous les déplacements se font armes au poing. Dans le dédale des rues du bidonville, chaque passant est un suspect. Très vite, c'est le premier appel d'urgence de la soirée. Les policiers viennent d'apprendre qu'une fusillade a éclaté dans un autobus, tout près d'ici. Quand nous arrivons, les passagers du bus sont encore sur place. Un homme est mort. C'est la routine, c'est tous les jours. Et nous, on doit se taire parce qu'on nous dit que tout va bien, tout est parfait. La scène a duré quelques secondes. Une dizaine de coups de feu ont été échangés. Qu'est-ce qui s'est passé? Des mecs sont entrés pour nous voler. Et à un moment, l'un d'entre eux a couru vers le fond du bus. Il a commencé à frapper un homme. Il lui a crié « Baisse la tête, baisse la tête !» Après, je n'ai plus rien vu. J'ai juste entendu des tirs. Et ça arrive souvent? Tous les jours. C'est notre pain quotidien. La violence est devenue en quelques années un mode de vie pour les Vénézuéliens. Une réalité que la révolution socialiste tente de cacher, comme une de ses faces les plus obscures. Dans ce pays, son visage s'affiche partout, sur des immeubles entiers. L'incarnation de la révolution, Hugo Chávez, aurait-il trahi un à un tous ses idéaux? En plus de violence, on parle de censure, d'inégalité, de corruption et de népotisme. Enquête sur un libérateur qui a mis son pays en coupe réglée. Sur le grand mensonge d'Hugo Chávez. Y la condena de inmediato, como igual me condenaron a mí el 11 de abril, el asesino Chávez, que mandó a masacrar al pueblo desarmado. Yo no he podido hablar con Gaddafi en todos estos días. Nicolás logró hablar con el canciller de Libia. Ahora logró entrar Telesur y unos jóvenes heroicos que no sé cómo llegaron y entraron y están transmitiendo imágenes de aquí, de allá. Yo no puedo decir que apoyo, estoy a favor o aplaudo cualquier decisión que tome cualquier amigo mío en cualquier parte del mundo. No, uno está a distancia. No, pero nosotros sí apoyamos al gobierno de Libia, a la independencia de Libia. Queremos la paz para Libia, la paz para todos los pueblos del mundo. Y nos tenemos que oponer rotundamente a las pretensiones intervencionistas. Igual, nosotros hemos guardado un prudente silencio porque, en primer lugar, hay mucha desinformación. No solo en el caso de Libia, en el mismo caso de Egipto fuimos muy prudentes. Yo le dije a Nicolás, prudencia, porque sabemos, estamos acostumbrados al manejo mediático mundial. Quand nous arrivons à Caracas au mois d'avril, nous sommes en pleine campagne électorale. Chávez, on t'aime Chávez. Les partisans d'Hugo Chávez sont partout. Après 13 années de pouvoir, leur président vise un 3e mandat. Allez mon commandant, on continue le combat. On va gagner et fêter ça ensemble. Le jour de notre arrivée, nous allons assister à une des rares apparitions d'Hugo Chávez, qu'il adore mettre en scène.
Au balcon présidentiel, Hugo Chávez assure le spectacle. Il chante pour la foule les airs populaires de son pays. Hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. ¡Que viva la revolución bolivariana! Le président en fait des tonnes pour montrer sa bonne santé. Car depuis plus d'1 an, Hugo Chávez est atteint d'un cancer. Grave, dit-on, même si personne n'en connaît les détails. Ce jour-là, il veut avant tout rassurer son peuple. C'est un droit pour moi. Dieu va me donner plus de vie pour que je continue à accomplir le mandat du Christ sur terre. Et ça marche. En tout cas, la foule y croit. Il va bien, il va très bien et Dieu va le guérir totalement parce que je l'aime. Je l'aime tellement. Mais la réalité est très loin de cette image-là. Chávez a fait 2 rechutes en moins d'1 an. Au moment où nous tournons, nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Gravement malade, il reste candidat, envers et contre tout. C'est la marque du président, l'histoire d'un homme qui a toujours forcé le destin. Y aunque yo no puedo decir, lamentablemente, varias veces quise ir por Egipto, pero nunca fue posible un acercamiento con el expresidente Hosni Mubarak. Sin embargo, varias veces nos cruzamos con un canciller de él. Una canciller vino por ahí una vez, nos reunimos en alguna parte. Pero con el gobierno y con el expresidente Mubarak nunca hubo. Claro, él era un hombre muy cercano a Estados Unidos, a todos los gobiernos de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros hemos sido prudentes, porque respetamos al mundo árabe y respetamos la soberanía de Egipto, como la de Libia, como la de Argelia. Pero tenemos que estar en contra de la manipulación. Tenemos que estar en contra y denunciar el doble rasero. Como dijo el camarada Fidel hace poco, la danza del cinismo. Los que condenan de inmediato a Libia hacen mutis con los bombardeos de Israel, del Estado de Israel, sobre Faluya y los miles y miles de muertos, incluyendo niños, mujeres, familias enteras, se quedan callados con el bombardeo y las masacres en Irak, en Afganistán. No tienen moral entonces para condenar a nadie. Condenamos la violencia, el imperialismo, el intervencionismo. Así que desde aquí, con este corazón, a Gaddafi, a Libia, un rezo por la paz. Salam aleikum. Y ojalá consigan, como nosotros, que hemos estado varias veces, estuvimos a punto de golpes, guerras civiles, intervencionismo, y logramos, gracias a Dios, conseguir este camino, que tenemos que cuidarlo tanto. 4 février 92. Son premier contact avec le pouvoir passe par les armes. Nous sommes 6 ans avant sa première élection. Chávez est un petit lieutenant-colonel, inconnu au Venezuela. Avec un groupe de militaires, il tente un putsch contre le président en place, élu démocratiquement. Après quelques heures de combat, l'armée loyaliste encercle les putschistes. Chávez accepte alors de se rendre, mais à une condition particulière. Il veut s'exprimer à la télévision. Dès le départ, son combat passe par les médias. Voilà, il n'y aura pas de questions, il va faire une déclaration, et puis il va s'en aller. Malheureusement pour l'instant, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés dans la capitale. Il est temps d'éviter un bain de sang, il est temps de réfléchir, des situations nouvelles vont venir, et le pays aura droit à un avenir meilleur. Pour l'instant, Hugo Chávez renonce au pouvoir. Mais sa déclaration est lourde de menaces et le rend célèbre dans tout le pays. Après 2 ans de prison, Hugo Chávez est gracié. 19 avril 97, il crée son parti, le Mouvement pour la Ve République. Le militaire putschiste se transforme alors en homme politique. Son programme ? Santé et éducation gratuite. Nationalisation des industries clés.
Nouvelle constitution, autour d'un président plus fort. Nous représentons l'espoir de tout un peuple. Voilà pourquoi nous sommes si populaires. 6 décembre 98, Hugo Chavez est élu président. Dans les rues de Caracas, il salue ses centaines de milliers de partisans. Il est le président le plus à gauche jamais élu, dans un pays traditionnellement tenu par les grands propriétaires terriens. Que c'est beau! Que le peuple du Venezuela est grand! Chavez va lancer ses premières réformes. La 5e République voit le jour, avec son lot de nationalisation et de réformes sociales. Une politique très à gauche, mais loin d'être révolutionnaire. Elle suffit pourtant à affoler l'opposition et les États-Unis. Tenemos que cuidarlo tanto, porque todavía que hay grupitos, que pretenderán siempre llevarnos por esas vías, que si el golpe suave, que si revoluciones de colores, que si desestabilización, no. 11 avril 2002, nouveau tournant. Dans la rue, on tire près du palais présidentiel. Pro et anti-Chavez s'affrontent. L'opposition a lancé un coup d'État contre le président. L'armée trahit Chavez. À l'arrière de cette voiture, le président, emmené par ses anciens compagnons d'armes, pour être mis en prison. Nous avons demandé au président Hugo Chavez de renoncer au pouvoir. Les militaires nomment dans la foulée un nouveau président. L'opposition exulte. La Maison-Blanche à Washington reconnaît immédiatement le nouveau pouvoir. Mais le lendemain, le peuple sort dans la rue. Spontanément, des milliers de personnes se dirigent vers le palais présidentiel pour réclamer leur leader. Rendez-nous Chavez, nous ne voulons pas de nouvelle dictature. 13 avril 2002, l'armée fait marche arrière et le libère. Llamo a Venezuela toda, con nuestras diferencias, al debate de ideas y al trabajo conjunto, cargando encima y reconociéndonos diferentes, pero venezolanos, venezolanas, trabajando por el país, para que cada día Venezuela viva mejor y ayude a que el mundo, ojalá, Dios mío, en vez de más guerra y más violencia, cada día el mundo viva mejor. Le peuple a rendu sa place à Chavez. Mais l'événement le change totalement. Médias, opposition, armée seront désormais ses ennemis. Pour Chavez, c'est le début de la radicalisation. Et son combat, encore une fois, va passer par les médias. À la télé, Chavez s'impose désormais pendant des heures dans son émission hebdomadaire. Aló, presidente, bravo. Bravo, bonsoir, nous sommes jeudi soir. Retransmission obligatoire sur toutes les chaînes du pays. Chavez exprime sa mégalomanie, mais gouverne aussi pour de bon. Monsieur le ministre de la Défense, placez-moi 10 bataillons sur la frontière avec la Colombie, maintenant. Chavez modèle son nouveau style, son pouvoir personnel s'affirme, son personnage de provocateur aussi. Monsieur George Bush, je vous le dis, vous êtes un âne. 13 avril 2005, la radicalisation continue. Puisque l'armée l'a trahi, Chavez formule l'idée du peuple en armes. C'est la création des milices populaires, les gardes rouges de la Révolution. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout simplement, prendre tout le pouvoir au Venezuela. Absolument tout. Sortir la bourgeoisie de tous les espaces politiques et économiques. Des milliers de civils en uniforme sont armés pour défendre la révolution. Années de révolution et de pouvoir pour Hugo Chavez. Pour la population, 13 années de violence croissante. Aprovecho para decirle a ustedes, visitantes, y a todos, compañeros venezolanos, compañeras,
y al mundo, a los gobiernos del mundo. Nosotros, independientemente del carácter ideológico, político de cada país, es libre. ¿Cómo voy a meterme yo en las cosas internas de Italia? No, eso es sagrado. Como Italia no se mete en las cosas internas de Venezuela. Lo digo porque hoy tuve que aprobarle al canciller nuestro, y me da pesar, pero tuve que hacerlo, una nota de protesta al gobierno francés. Yo tengo grandes afectos por Francia, mucho, igual que Italia, pero ha habido una declaración de Cancillería francesa inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. Yo no entiendo, en verdad, no entiendo por qué una Cancillería con tanta experiencia. Que lo haga Estados Unidos no es extraño, no es extraño, es extraño que no lo hicieran. Si se quedara callada el Departamento de Estado sería extraño. Ya estamos nosotros acostumbrados a eso y les respondemos, a veces sí, a veces no, en distintos tonos, de distintas maneras, pero Estados Unidos es Estados Unidos, pues. Sabemos de historia y nuestra historia, pero no sé por qué el gobierno de Sarkozy tiene que meterse en cosas internas que además están totalmente apegadas a la ley. Díganme ustedes si, por ejemplo, un canal venezolano, utilizando la tecnología ahora satelital, quiere entrar a Italia o a Francia. Pues tenemos que tomar en cuenta las leyes de aquel país, las leyes de aquel país, para que un canal internacional entre. Entonces nosotros, ante esta situación que aquí se ha vivido, bueno, una ley, una constitución, llamamos a todas las empresas, todas, cuya señal entran a Venezuela, europeas, norteamericanas, latinoamericanas, todas. Y casi todas, el 95%, 98%, asistieron reconociendo la autoridad de un gobierno, una ley, entregaron recaudos, hicieron ajustes en alguna programación para ser reconocidas como canales internacionales con derecho, ¿no?, a que el pueblo venezolano, bueno, disfrute de su programación. Pero hay algunos canales que no lo hicieron, pues, y algunos, especialmente uno, dice que no lo va a hacer. Y además transmite desde aquí, a 1 kilómetro de aquí, está transmitiendo. Y entonces dice que no lo va a hacer, que no reconoce las leyes venezolanas. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos nosotros? ¿Qué quieren que hagamos? Le exigimos a la cablera que la sacara del aire hasta que cumpla. El gobierno chileno ha sido juicioso, porque yo lamento mucho que una de esas señales ha sido de la televisora, una televisora chilena. Pero bueno, ellos han dicho que van a entregar unos recaudos y seguramente dentro de pocos días, ojalá, entonces van a poder transmitir. Entonces el gobierno de Francia dice que Venezuela viola no sé qué más. No estamos violando nada, estamos defendiendo nuestras leyes. Le pays serait devenu le plus meurtrier de toute l'Amérique latine. Mais curieusement, il n'existe ici aucune statistique officielle des homicides. Nous voulons savoir comment se manifeste cette violence. Pour cela, nous nous rendons dans un hôpital de Petare, un quartier populaire de Caracas. Un brancard, vite, un brancard! Dans les bras de son père, Jesus, 24 ans. Aide-moi à le porter! Frappé d'une balle dans le dos, il sera le premier mort de la soirée. Dans cet hôpital, toutes les nuits se ressemblent. À partir de minuit, plus de malades, mais uniquement des blessés par balle. Le grand ballet des victimes de la violence commence. Ils ont volé ma moto sur l'autoroute. La plupart des blessés sont amenés en voiture par des proches, car les ambulances, elles, ne s'aventurent que rarement dans les quartiers la nuit. Dans l'entrée, de lourdes grilles pour empêcher les meurtriers de venir achever les blessés.
Mais je suis son frère, putain! Ici, les médecins opèrent à tour de bras. Sans moyens, ils sont démunis et blasés. C'est de la médecine de guerre en fait. On soigne des blessés par balle, sans aucun moyen, sans rien. Et pourtant on y arrive. C'est ça la médecine de guerre. Et cette guerre-là frappe au hasard. Monsieur, sauvez-le, il est encore vivant. Vinicio, 41 ans, a reçu une balle dans le cou pour avoir refusé de partager une bière. Il est emmené vers la salle d'opération. Mais sa famille n'attendra que quelques minutes. Les médecins n'ont pu que constater le décès. Esperanza, la femme de la victime, s'effondre dans les bras d'Antonio. Il a lui aussi assisté au meurtre. Spontanément, il va dénoncer le président Chavez, sans le nommer, mais en reprenant le principal slogan du régime. Patrie, socialisme ou la mort. Patrie, socialisme ou la mort, voilà la conséquence. Écoutez bien ce que je vous dis. Patrie, socialisme ou la mort, elle est pour nous. Une mort d'autant plus vaine que le pouvoir ne la reconnaîtra jamais. Comme toutes celles de cette nuit, la mort de Vinicio ne sera ni reconnue, ni recensée, évacuée des statistiques, comme si son décès n'avait jamais existé. Car depuis 2004, le gouvernement a cessé de publier les chiffres de la violence. C'est le tabou ultime de la révolution, ce que le pouvoir ne veut à aucun prix montrer. Nous allons chercher à nous procurer ces chiffres. Notre première étape nous emmène à Bellomonte, la morgue principale de Caracas. C'est ici que les hôpitaux de la ville déposent au petit matin les cadavres de la nuit. Nous y retrouvons Esperanza, dont le mari a été tué il y a à peine quelques heures. Je pense qu'il faut parler, parce que les gens doivent savoir. Ils veulent nous faire taire, dire que rien de tout cela n'arrive, mais c'est faux. Ils veulent cacher le soleil avec un doigt. Mais tout le monde connaît la réalité de ce pays. Esperanza retourne attendre avec ses proches qu'on lui rende le corps de son mari. Pendant ce temps, autour de la morgue, les journalistes locaux commencent à arriver. Puisque le pouvoir ne publie plus les bilans des homicides, ils viennent ici tous les jours, directement à la source, compter les morts de la nuit. Ils dressent ainsi leurs propres statistiques. C'était le deuxième des 3 frères. Et pourquoi ils l'ont tué? Pour sa moto? Je ne sais pas. Ce jour-là, les journalistes recenseront 17 morts par balle, pour une seule nuit à Caracas. Un décompte artisanal que nous voulons vérifier. L'intérieur de la morgue est désormais interdit à la presse. L'entrée est gardée par des militaires. À l'accueil, avant l'ordre de Chavez, nous disent les journalistes, un registre consignait les morts de la nuit. En caméra discrète, nous rentrons dans la morgue et demandons à connaître les chiffres des homicides. Bon, le chef me dit qu'il ne vous répondra pas, que pour toutes les questions, il faut aller à la direction de la police. Ici, je n'aurai rien. On m'a dit qu'avant 2004, on pouvait savoir. Qui t'a dit ça? Tous les journalistes, ceux qui ne peuvent pas rentrer. Ce sont les ordres. D'en haut. D'en haut? Écoute, va donc à la direction de la police, ils vont te répondre. La direction de la police dépend directement du ministère de l'Intérieur. C'est donc elle qui devrait centraliser les statistiques du pays. Sur place, nous rencontrons la responsable de la presse. Elle semble surprise de notre demande. Mais la presse n'a pas été convoquée aujourd'hui, il n'y a pas eu de convocation ni rien de tout ça. Pourquoi? Parce que les journalistes ne viennent que quand ils sont convoqués? Bien sûr. On m'a dit qu'avant ici, il y avait une salle de presse et qu'ils publiaient des chiffres. Avant? Mais c'était il y a des années. Ministère, police, justice, aucune institution ne nous donnera finalement ces chiffres de la violence. Notre enquête continue. Nous voulons à présent comprendre pourquoi le pouvoir s'acharne à occulter ces faits.
Comment le gouvernement justifie-t-il le déni d'une des réalités les plus importantes du pays? Diosdado Cabello est le bras droit d'Hugo Chavez. Patron de l'Assemblée nationale, c'est lui qui exerce le pouvoir quand le président se fait soigner pour son cancer. Comme tous les membres du gouvernement, Diosdado Cabello a refusé toutes nos demandes d'interview. Mais il donne de temps à autre une conférence de presse dans un local du parti. Nous avons la chance d'accueillir Diosdado Cabello, président de l'Assemblée nationale. Ce jour-là, Diosdado Cabello commente les sondages du parti, favorables au président Chavez. Le pouvoir voit la presse internationale comme un adversaire politique qui cherche à le détruire. Face à nos questions, Diosdado Cabello va botter en touche. Je suis journaliste pour Canal+. Comment expliquez-vous l'augmentation de la violence au Venezuela et pourquoi vous ne publiez pas les statistiques? La violence n'existe pas que dans ce pays, vous savez. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle a augmenté ici? C'est un problème structurel. C'est lié au trafic d'armes partout dans le monde. Et qui sont les pays qui produisent les armes? Les pays les plus développés. Mais les statistiques des homicides, pourquoi je ne peux pas les avoir? Les chiffres, ce ne sont que des chiffres. Vous savez, une fois un journal s'est permis de publier des chiffres et des listes. Et ça a fait beaucoup de peine aux familles. Ça a créé de la douleur pour les frères, les pères, les mères. Alors on nous parle de la liberté d'expression. Mais à quel prix cette liberté d'expression? Le pouvoir refuse de nous répondre sur le thème de l'insécurité. Un phénomène qu'il n'a pas su enrayer et dont il porte surtout une part de responsabilité. Pour connaître les chiffres de la violence, nous devrons nous contenter des estimations établies par des journalistes. D'après ces statistiques, on compte 2500 morts en 92. 4000 en 98, date de l'élection d'Hugo Chavez. Puis c'est l'explosion. On arrive à 19 400 morts l'an dernier. Les meurtres par balles auraient presque quintuplé en 13 ans, depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez. Avec près de 20 000 morts par balle l'an dernier, le Venezuela bat de loin les records sanglants établis par le Mexique ou la Colombie, pourtant en guerre contre les cartels de la drogue. Ce sont ces chiffres qui sont inavouables pour le pouvoir. Cette violence se vit au quotidien dans les quartiers. Les gangs en sont les principaux responsables. Nous nous rendons à Katia, un des quartiers les plus violents de Caracas. Nous parvenons à rentrer en contact avec un de ces gangs. Le rendez-vous est fixé dans leur QG, un local situé sur un point haut. D'ici, la bande peut contrôler le quartier, surveiller les entrées et les sorties. Le gang est formé d'une douzaine de garçons. Ils vivent de petits trafics de drogue et sont surarmés. Roberto est leur chef. Il est le plus âgé. Moi, j'ai 25 ans. Moi, 18. Moi, j'ai 17 ans. Presque des adolescents, mais habitués à tuer pour rien. Armes lourdes, armes de poing, le gang étale son arsenal. Et encore, on n'a pas sorti tout ce qu'on avait. C'est rien, ça. C'est un petit échantillon de ce que l'on a. C'est qu'un avant-goût pour l'ennemi. Ça, c'est un Glock. Mais c'est une arme de policier. Ouais, mais maintenant elle est plus aux flics. Elle appartient à la racaille. Ici, les armes ne coûtent rien et peuvent se trouver en moins d'une heure. Nous voulons savoir comment le gang les a récupérées.
Tout ça, c'est la corruption. Si les autorités n'étaient pas si corrompues, on n'aurait pas ces armes dans les mains. Vous avez des armes qui viennent de l'armée? Ouais, bien sûr, ça vient d'eux. Non, je vais te dire. Les armes lourdes, ça, je vais le garder pour moi. C'est trop compromettant, tu comprends? Mais celle-là, elle vient bien de la police. Oui, ça c'est une arme du gouvernement. Un Glock de 9 mm. Bien sûr, c'est des armes du gouvernement. Et on les récupère. Ils les vendent et on les récupère comme ça, sur le marché. Demain, si le gouvernement s'en prend à nous, on est une famille. On est très nombreux. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à rester calmes. On est plus armés que la police. Une police corrompue et impuissante, elle ne serait pas la seule source d'approvisionnement des gangs. Car la révolution, elle aussi, a distribué des armes dans tout le pays, à des milliers de civils. Après le coup d'État raté de 2002, Chavez, trahi par l'armée, créait les milices populaires pour la remplacer. Ces civils en uniforme, chargés de défendre la révolution. Ces milices sont composées aujourd'hui de plus de 130 000 personnes. Des civils, hommes et femmes, volontaires et de tous âges. Ce matin, c'est journée de recrutement dans le parc de Carabobo à Caracas. Le pouvoir d'attraction des milices est toujours le même. Les nouveaux candidats affluent. Aujourd'hui, on est des milliers, et bientôt on sera des dizaines de milliers, et des millions, pour nous défendre. Et qu'ils essaient de nous prendre nos richesses, et qu'ils essaient de tuer nos enfants. On est prêt à les recevoir, pas vrai ? Plus que les entraînements ou la discipline militaire, ce qui compte avant tout, c'est l'endoctrinement, la formation idéologique. Ici, on chauffe le peuple à blanc, en l'entretenant dans l'idée d'une agression imminente. Les milices servent à organiser le peuple pour que les gens apprennent à s'entraider. Et surtout à se préparer pour tous les types d'attaques. Si jamais un empire voulait s'emparer de nos richesses. Mais quel type d'agression ? Comme ce qu'ont fait les Américains en Libye, par exemple. Ça, ils ne vont pas pouvoir le faire ici. Après le recrutement, c'est l'heure de la grande parade dans les rues de Caracas. La ville est envahie par une masse impressionnante. En une journée, des dizaines de milliers de civils sont mobilisables, en uniforme. Des militants organisés et prêts à tout pour leur président. On va se les faire, les bourgeois. On va leur mettre du plomb. Nous voilà enfin, le peuple en armes. Car si ce jour-là, les milices défilent sans armes, en réalité, tous les week-ends, ces civils s'entraînent dans des forts militaires. Ces images sont les seules qui existent de ces entraînements. On y voit comment des civils apprennent à utiliser des lance-roquettes et à tirer à la mitraillette. Sur ce sujet encore, l'information est très contrôlée. Elles ont été tournées sous la vigilance étroite du ministère de l'Information et sont utilisées à des fins de propagande sur les sites de recrutement des milices. Rocío San Miguel travaille dans une organisation de contrôle des armes à Caracas. Menacée de mort à plusieurs reprises, elle enquête sur ces milices depuis leur création. Pour elle, l'existence de cette armée parallèle porte sa part de responsabilité dans la violence, car les armes sont passées des mains des militaires à celles des civils. Normalement, le contrôle des armes appartient aux militaires, aux forces armées. Comment un petit pays de 29 millions d'habitants peut avoir autant d'armes en libre circulation, non contrôlées ? C'est parce que le gouvernement a décidé à ce moment-là de créer un nouveau corps armé. Des milices qui sont en marge de la loi. Il place du coup de nouvelles armes dans les mains des civils. D'après Rocío San Miguel, 12 millions d'armes seraient en libre circulation dans le pays. Les dérives des milices, l'armement de la population, la violence. L'opinion publique n'en entend quasiment jamais parler.
défense absolue d'évoquer ces thèmes-là dans la presse. Sobre los aviones no tripulados, para que nos dé más detalles, cuántos se están construyendo, cuándo se empezó esta cooperación con Irán y qué papel tiene Irán en la construcción de estos aviones. ¿Qué alboroto tienen ustedes con esos aviones? No, a veces me río de algunos alborotos. Esa palabra es muy criollita de por aquí, no sé si en Barcelona la utilizaron, un alboroto. Tienen un alboroto prendido con los aviones, por ahí voy a comenzar. Son aviones que no tienen bombas ni nada, ningún armamento. Hay que ver los aviones que produce Estados Unidos, que tiran bombas y acaban con pueblos enteros. Y la OTAN, ¿cuántas bombas le tirarían a, tú sabes, a Libia? ¿Tú sabes, tienes idea? Nicolás. 8.000 bombas, y a lo mejor nos quedamos cortos. Con aviones no tripulados, buena parte de ellas, ¿no? Incluso cuando a Gaddafi lo andaban cazando. Tú sabes, ¿no? Seguro que tú sabes. Y seguramente por labores de inteligencia de la CIA y todos esos organismos, y de los europeos, de la OTAN. España está en la OTAN, ¿verdad? OTAN. 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 Triste historia esa, chica, de la OTAN. Masacrar pueblos, pues. Pero masacrar miles, niños, jóvenes como tú, que Dios te cuide, mujer. Niños como el hijo de Lukashenko, que Dios lo cuide. Bombas. Y eso lo han hecho en Irak, en Afganistán, Kosovo, ¿qué te cuento? Verdaderos genocidios. Con aviones tripulados y no tripulados. En algunos casos incluso hemos visto imágenes reales. De helicópteros de la OTAN, por ejemplo, de noche, detectando blancos. En una ocasión, no, porque tú sabes que detectan es con rayos, no sé qué más, infrarrojo. Gracias. Oye, tú sabes eso porque te la pasas montado en un Sukhoi. Y entonces detectaron un movimiento en un bosque de noche. Enemigo al frente, no sé qué más, y fuego, unos niños. ¿Tú viste eso? ¿Tú viste? Tú sabes de eso, ¿verdad? Deben saber ustedes todo eso, ¿verdad? Debe dolernos a todos. A los que hacen alborotos con el humilde, modesto avioncito nuestro. Yo por eso me río del alboroto que algunos medios en España, sobre todo en España, que son manejados yo sé por quiénes. Los mismos que apoyar. Pero tú me permites. Sí. Los mismos medios españoles que apoyaron el golpe aquí. ¿Sabes? Diciendo cayó el dictador Chávez. Cayó el tirano Chávez. Para reírse de lo que es el mundo al revés. ¿Cómo es que te llamas tú, perdóname? Carola. El mundo al revés, Carola. Tu mundo al que tú perteneces, tu futuro, el de tus hijos. Si no los tienes, los vas a tener. ¿Ves? Nosotros estamos luchando por un mundo de paz. Por paz para este mundo. Pero hay otros que quieren sembrarnos de guerra. Incluso algunos que tienen premio Nobel de la Paz, como el presidente de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Entonces, el modesto avioncito nuestro, si tú quieres hasta lo puedes ir a ver y tocarlo. Y ver la fábrica. Le voy a decir al ministro de Defensa que los invite un día a esto. ¿Ve? Ahora, ¿qué tiene de extraño eso? Brasil tiene una fábrica de aviones no tripulados. Y Argentina creo que también. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué tienen que armar un escándalo y decir que ahora es una amenaza para no sé qué más? ¿Ve? En este momento yo incluso no sé, creo que tenemos tres avioncitos que tienen un alcance, un radio es de 90 kilómetros. Fíjate, pon cuidado. 90 kilómetros, tienen que ir y volver, pues. Y son cámaras, pues, para ver el territorio. No solo para efectos de defensa, no, en caso de tragedias, en caso de inundaciones, de incendios, etcétera. Son muy útiles para la seguridad y la defensa, y la seguridad de la población, del territorio, etcétera, etcétera. Dígame, el narcotráfico,
el contrabando y cuántos delitos, pues, ¿no? Y luego la cumbre por la tarde, después de almuerzo, ¿no, Nicolás? De UNASUR, para tocar exclusivamente el tema del golpe de Estado en Paraguay. ¿Ve? El golpe de Estado en Paraguay. Pues nosotros, afortunadamente, ya hemos venido creando nuestras propias instituciones, nuestras propias instancias, y ya tenemos UNASUR, además del ALBA, tenemos la CELAC, ya no es la OEA y todo aquello, ¿no? Sino nosotros mismos. Decía Artigas, no podemos esperar nada sino de nosotros mismos. Ya basta para nosotros el imperialismo, o aquella OEA que fue durante muchos años, como alguien dijo, algún canciller cubano, Roa, creo que fue, Raúl Roa. ¿Tú sabes lo que dijo una vez Raúl Roa? Sobre la OEA. La OEA, dijo Roa, es el ministerio de las colonias, ministerio yanqui de las colonias. Y en verdad así fue la OEA durante mucho tiempo. Ese tiempo se acabó ya. Estamos aquí creando una nueva América Latina, libre, independiente. Estamos en el camino, no es que todavía seamos exactamente libres, independientes, pero estamos construyéndola. La independencia, esa que comenzó hace 200 años, desde el Caribe hasta la Patagonia, y que tanto ha costado, que tanto ha costado. Tú sabes que quienes critican la visita de Lukashenko, la visita de Ahmadinejad, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que se babearían, esa expresión es muy criolla, ¿no? Se babearían, largarían baba, pues, se arrastrarían si aquí viniera Obama, o cualquiera de los representantes del mundo, de ese mundo, del que nosotros estamos liberándonos, definitivamente no. Estoy seguro, tú puedes anotarlo. O son los mismos que, anda, pregúntales tú qué opinan del golpe en Paraguay. Te van a decir que eso no fue un golpe. No, que hay que respetar las instituciones de Paraguay. Y es lo mismo que decían que en Honduras no hubo golpe tampoco. Y que aquí tampoco hubo golpe. Siguen diciéndolo, no, vacío de poder. Chávez renunció. Lo siguen diciendo. Yo no les haría mucho caso, ¿sabes? Yo cada día les hago menos caso. Lo más importante de tu pregunta, del concepto de tu pregunta, ¿cómo es que te llamas tú? Lisandro Lleve Mundial. Es la segunda parte. La ratificación de Lukashenko es la misma que me hizo Putin ayer por teléfono. Yo pedí una llamada con Putin y me habían dicho no, que lo va a atender el miércoles porque él está por Israel y después sigue para Palestina. Ayer me sorprendieron, mire, no, que está listo en Israel para... Y hablamos como una hora. Chávez, ¿cuándo vas a Moscú? Y dije, bueno, después de las elecciones, del 7 de octubre, seguramente voy. 7 de octubre, es mi cumpleaños, me dijo. El cumpleaños ese día, Vladimir. Bueno, ratificando igual, como lo hizo aquí la delegación rusa que vino hace poco, a nombre del presidente, Vladimir Putin. Es lo mismo que me decía hace unos días, cuando estabas tú allá en Río Más 20, y fue el golpe de Estado, comenzó a desarrollarse el golpe contra Lugo. Entonces yo, a través de Nicolás, con el teléfono de Nicolás, estaban allá en reunión especial, pude hablar con Dilma, con Cristina y Dilma, Chávez, bueno, la misma ratificación, Brasil-Venezuela. La misma que Cristina no estaba en Río, porque se fue más temprano por una huelga que tenía transporte allá. La misma ratificación de la cooperación, independientemente de lo que digan, bueno, los opositores, los que se oponen a la cooperación con todos estos países, son los que apoyaron el coloniaje y están ansiosos por convertir a Venezuela de nuevo en una colonia yanqui, más nunca lo lograrán. Es la ratificación de verdaderos amigos, como dijo Lukashenko, amigas, compañeros de este camino, de seguir construyendo juntos un mundo nuevo. En este mundo cabemos muchos mundos. Un mundo donde no se hable con una sola voz, sino donde hablemos con muchas voces. Un mundo de libres, pues. Que se acabe la imposición imperial, llámese europea, llámese norteamericano, llámese como se llame. Un mundo libre, pues. De iguales. Y en esa dirección seguiremos
construyendo un mundo que se va asomando, ¿sabe? Aunque nos golpean, claro. Nos golpean. Sí, el imperio golpea, el imperio amenaza a Irán. ¿Por qué? Amenaza a Bielorrusia, amenaza a Venezuela. Como, bombardearon, invadieron a Libia. Y ahora Siria, porque somos países que nos negamos a someternos. Y nos negamos abiertamente, confrontamos al imperialismo. Y estamos impulsando con mucho vigor, la conformación de un mundo que yo lo llamé una vez plurinuclear, antes que pluripolar. Y te explico rapidito. Venezuela, así lo veo yo, es un núcleo de un polo. Bielorrusia es un núcleo de un polo mayor. Entonces, depende del desarrollo de los núcleos, dependerá del desarrollo de los núcleos el nacimiento de los polos del mundo pluripolar que está emergiendo. Entonces, el imperio, como dicen, contraataca, pero nosotros estamos firmes y seguiremos avanzando. Esa ratificación a la que tú te refieres de Lukashenko va mucho más allá, es ratificación del camino de la liberación de nuestros pueblos y la construcción de un mundo nuevo. El petróleo, no solo el venezolano cae, todo, también el norteamericano, es el petróleo. En verdad, la crisis económica europea, que es muy grave, y la de tu país, Estados Unidos, también es grave, ¿no? Sí, ahí está. Esta mañana subió, bajó un poquito. Ayer subió. Esta es la tendencia. Ahora, hay varios factores allí. La crisis económica, ¿no? El mal desempeño de la economía norteamericana, europea, la crisis de Grecia y otros países. Y la sobreproducción. Sobre todo Arabia Saudí. Arabia Saudí está produciendo 2 millones, cerca de 2 millones, por encima de la cuota de la OPEP. Entonces, ¿cómo es la cosa, pues? Hay que ver lo que nos costó a nosotros rehacer la OPEP, tú sabes, ¿no? Desde el año 99, el 2000, la cumbre aquí, y precisamente respetando las cuotas, estableciendo aquello de la banda mínima y la banda máxima. Tú recuerdas, tú eres seguidor de la historia del petróleo y los asuntos de petróleo, sí, poquito. Bueno, una vez me dijo Bill Clinton, al final después, porque con Clinton se podía hablar. Yo le dije a la señora Clinton, en Trinidad, le dije, yo aspiro por lo menos con Obama, que estaba Obama al lado, por lo menos recuperar el nivel de relaciones que teníamos con su esposo, hasta por teléfono, y discutíamos cosas. Lamentablemente no fue posible, con Obama tampoco, ¿no? Ahora, recuerdo que Clinton al final me dijo un día, I like the bands. Cuando yo le expliqué, mire, pero entiendan bien. Esto es para buscar un equilibrio en los precios, evitar esos saltos hacia arriba que a ustedes no les convienen, o esas caídas abruptas que a nosotros nos desestabilizan, pues a la economía mundial. Mínimo 22 y máximo 28, una propuesta venezolana que la desarrolló Ali Rodríguez con Rafael, ¿cómo se llama el otro compañero? Álvaro Silva Calderón, que estaba en el ministerio, fue ministro. Lo discutí mucho con Gaddafi, que en paz descanse. Mucho con Saddam Hussein, que en paz descanse. Ambos asesinados, no sabemos. Pero eran con Khatami, Irán, aquel señor que era presidente de Indonesia, Wahid, señor que tenía problemas en la vista, aquí vino, con su esposa. Indonesia salió de la OPEP, ¿verdad? Sí, salió porque ya no tiene más reservas, fíjate. Y ahí hay una cosa importante, muchos países que tuvieron mucho petróleo, entre ellos Estados Unidos. ¿Para cuántos años le quedan reservas de petróleo a Estados Unidos? Petróleo propio. No más de 20, compañeros. En cambio nosotros, Andreina, para que tú sepas bien, tú lo sabes, pero para 200 años. Estados Unidos le queda para 20 años. Es ahí el desespero del imperio, ¿sabes? Como yo una vez hice un símil, pero convencido estoy de que es apropiado, como anillo al dedo. El conde Drácula. Conde Drácula en Caracas, 5:30 de la mañana, el sol saliendo y no ha chupado.
no ha chupado sangre, pues. Y anda desesperado el conde. No, el conde del Guácharo, perdón. No se lanzó el conde por fin. Qué lástima, ¿vale? Le hubiera puesto un poquito de picante a esta campaña que... Ahí tengo el temor de que pueda ser un poco insípida, ¿no? Yo trataré de ponerle, yo le voy a poner. Le voy a poner como cuando tú bailabas con alguien que no sabía bailar, una muchacha que uno tenía que ponerle, ¿ves? El picante para animar la fiesta, pues. Una fiesta ahí medio aburrida, uno tenía que empezar, vamos a ver qué hacemos aquí, ¿vale? ¿Ah? Para animar la fiesta, chico. Yo voy a poner todo el picante que pueda, te lo prometo. Dilo ahí por Agencia F. Chávez pondrá todo el picante, porque la otra parte no tiene picante, ni tiene qué más. No tiene nada, compadre. Guaguancó y no sé qué más, el sabor caribeño y esa cosa. Yo bailo, tú sabes, mal pero bailo. Y canto, mal pero canto. Y hablo, no tan mal, digo yo, modestia aparte. Tengo cosas que decir, que explicar. Proyectos, ideas, porque uno ha estudiado un poquito, ¿sabes? Uno ha estudiado. A mí me preguntaba alguien, ¿cuántos kilómetros va a caminar usted el día de hoy? ¿Y acaso que yo voy por una Olimpiada, pues? Ahora, ¿por qué no me pregunta cuántos libros ha leído el último mes? ¿Y qué libros leo? ¿O qué libro, qué estudio estoy haciendo ahorita? ¿Sabes que estoy estudiando ahorita mucho? El gas, la energía, la ecología. Y por eso incluí como quinto objetivo histórico de la revolución algo que no aparecía así tan visible. Contribuir a salvar la vida humana en este planeta. Que está amenazada la vida humana, la vida de nuestros hijos, nuestros descendientes. Bueno, ahora, entonces hablábamos del petróleo. El petróleo. Entonces, Arabia Saudí está produciendo mucho petróleo, mucho más de lo que debería estar produciendo. Debería considerar eso Arabia Saudí. Ayer conversé con Vladimir Putin ese tema, ¿no? Porque Rusia es otro de los grandes productores. Y le dije, bueno, es importante que conversemos para, ver cómo nos plantamos, como lo hemos hecho a lo largo de estos años en varias ocasiones, en defensa del precio justo del petróleo. Nosotros no queremos llevar el petróleo a $1.000 el barril, pero el precio justo por estos años debe estar en torno a $100. Por ahí debe estar el precio justo del petróleo. Y tenga Venezuela tranquilidad de que, independientemente del precio del petróleo, hasta donde pueda bajar, si sigue bajando, nosotros llegaremos a fin de año sin problema. Sin problema. Porque tenemos reserva, tenemos cómo maniobrar desde el punto de vista financiero, económico. E ir más allá incluso, fíjate, ¿quién inventó la gran misión en Amor Mayor? Nosotros. Y esos son cerca de 5.000 millones de bolívares para este año. Los tenemos garantizados para incorporar a miles y miles de personas de la tercera edad que no tenían seguridad social. Estamos incorporando 20.000 cada mes. Y las mujeres más pobres con sus hijos, 20.000 cada mes. O sea, por eso te digo, estamos yendo hasta más allá de lo que estaba en el presupuesto. Eso no está en el presupuesto. Son gastos extra presupuestarios, pero orientados por la decisión irrevocable que tenemos de combatir la miseria, acelerar el combate a la pobreza y a la exclusión. Camino al socialismo, a la sociedad de iguales. Y que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, no vivan lo que nosotros hemos vivido. Y hemos visto con dolor, muchas veces con dolor, con lágrimas, la miseria. Hoy hablaba la señora allá en Maracay que recibió su vivienda. Cuando ella dijo, el camino que hemos seguido es largo, Chávez. Yo me imaginé nada más, el largo camino de la miseria, hasta llegar al apartamentico que tienen ahora, equipado, porque se lo estamos equipando. Ah, no, que Chávez está botando la plata. No. Lo estamos equipando con nevera, cocina, muebles. Y eso va a ser subsidiado. Hay un principio que dice, y eso viene del antiguo cristianismo, de Cristo, mi Señor. Aquí lo cargo, mira. Este Cristo es el mismo que me acompañó en las horas aquellas terribles, pero también luminosas del 11 de abril. Con este Cristo yo aquí agarradito, estaba listo para morir. Así estaba,
detrás de mí las olas del mar, chocando contra una roca de madrugada. Y delante de mí el pelotón de fusilamiento. Y dije, ya, hasta aquí, llegué. Miraba un lucerito que estaba allá. Y agarré a Cristo. Me acordé del Che Guevara, que dicen que dijo, cuando iban a matarlo, déjeme que me ponga de pie, para que vea cómo muere un hombre, le dijo el Che a su asesino, porque estaba herido y estaba en el suelo. Y el sargento que lo mató, nadie tenía valor para matarlo, se emborrachó primero. Eso lo cuenta el testigo. Y borracho fue que entró con una pistola, y cuando el Che lo vio le dijo, déjeme que me pare, para que vea cómo muere un hombre. Lo mató. Yo me acordé de eso. Y agarré mi Cristo, nuestro Cristo. Milagro. Fue un milagro. Yo incluso discutía con algunos de los jóvenes que estaban listos para matarme ahí, llenos de odio, de veneno. Cuando salió un soldado de la oscuridad y traquetea el fusil, y si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ese fue el milagro. Aquellos soldados obligaron a los secuestradores a montarse en el helicóptero y que se fueran. Y me quedé con ellos, pues, hasta la hora de la horchila de la liberación. A las pocas horas, al día siguiente. ¿Ve? Al día siguiente. Entonces, por eso, Cristo y el cristianismo auténtico, el primitivo cristianismo. Socialismo. ¿Tú te imaginas, tú eres cristiano? A lo mejor no, sí. ¿Tú te imaginas a Cristo, nuestro Señor, capitalista? No, al revés. Judas el capitalista. Judas el capitalista. Cristo, mi Señor, socialista. Bienaventurados los pobres, que de ellos será el reino. Bienaventurados los que sufren, porque reirán de vida, de gozo, de felicidad. Y aquello que dice, a cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus capacidades. Ese es un principio para ir igualando la sociedad, rumbo a la sociedad de iguales, a la sociedad socialista, humanista, digo yo incluso cristiana, cristianista, pudiéramos decirlo. Chávez a pris peu à peu le contrôle de tous les médias. Barricadés, encerclés par des barbelés, une seule chaîne résiste encore aujourd'hui. Nous sommes à Globovision, la dernière télé d'opposition du pays. Accusée d'avoir soutenu le coup d'État de 2002, les autres chaînes privées ont été fermées ou se sont soumises au pouvoir. Globovision n'a survécu que parce que sa licence va jusqu'à 2013. Elle a 8 procès en cours avec le gouvernement. Et c'est sur le terrain que son travail est le plus difficile. Conférence de rédaction du matin. Les journalistes regardent une de leurs équipes à la télévision qui couvre une mutinerie dans une prison de Caracas. Une fusillade éclate. La prison de la Planta est un repère des gangs. Les détenus sont armés. Ils ripostent aux tirs de la police. Voici la situation que nous vivons en direct de la prison de la Planta. Malgré les tirs, accroupie par terre au milieu des civils, Gabriela, la journaliste de Globovision, continue le direct. Nous restons ici bien sûr pour vous donner toutes les informations. Mais quelques secondes après la fusillade, la police évacue l'équipe de journalistes. Nous décidons de nous rendre sur les lieux de la mutinerie. Le temps que nous arrivions, la situation a encore dérapé. Une deuxième fusillade a détruit le camion de diffusion de Globovision, qui permet d'émettre ces images. Gabriela a été refoulée derrière un cordon de sécurité. Elle continue ses directs avec les moyens du bord. Je vais le faire par téléphone. Son caméraman était à l'intérieur du véhicule de diffusion au moment de la fusillade. Il accuse la police de Chávez d'avoir tiré. Écoute, les balles passaient et sifflaient. C'était pour nous sortir de la camionnette. Comme on diffusait en direct, les autorités ont voulu nous faire arrêter, tout simplement, et à n'importe quel prix. Le direct de Globovision n'aurait pas plu aux autorités, dépassées par la violence de la situation.
C'est pas simple pour le gouvernement d'assumer une situation qu'il ne contrôle pas, où les prisonniers sont armés. Alors il refuse de la montrer. Du coup, c'est devenu très dangereux pour nous de travailler. On est tout seul face à eux, mais on reste là pour donner l'information. Car la chaîne privée est d'ailleurs la seule à couvrir cet événement. Alors qu'une mutinerie est en cours, qu'on tire dans les rues de la capitale, aucune télévision publique, aucun autre média vénézuélien n'est sur place. Un déni d'information qui exaspère un peu plus les familles des prisonniers. Globovision est la seule à dire la vérité. Les autres chaînes ne sont pas là. C'est vrai. Globovision est tout seul depuis ce matin quand ils ont commencé à tirer. Alors du coup, on tire sur leur véhicule et on leur crève les pneus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de dire ce qui se passe. Mais c'est ça la réalité de ce pays. Dans son journal de la mi-journée, VTV, la chaîne officielle, ne montrera aucune image de l'événement. Elle se contentera de donner la parole à la ministre de l'administration pénitentiaire. Iris Varela va mentir ouvertement. Ces équipes sont sur place pour créer du désordre, alors que nous contrôlons en fait parfaitement la situation. Ils disent que la garde civile a fait usage de ses armes, qu'il y a eu échange de tirs. Je vais être très ferme. Je dément absolument cette information. Je dis à ces messieurs de Globovision qu'ils arrêtent le show. Ils veulent créer une situation de violence, ils n'y arriveront pas. Où es-tu, Iris Varela? Où es-tu? Viens ici, viens. Montre-nous ton visage. Où es-tu? C'est une révolte, putain. On est en train de nous tuer. Où es-tu? Privée de moyens de diffusion, l'équipe de Globovision finira par partir. Au pays de Chavez, quand les faits déplaisent aux autorités, on n'en parle pas. La réalité, il ne restera que les prisonniers pour la dire. Juste après l'interview de la ministre, ils ont écrit sur les murs de la prison. Iris Varela ment, nous avons 8 blessés et 4 morts. Cette violence, omniprésente au Venezuela, ne nuit pourtant pas à l'image du président. La raison de cette popularité exceptionnelle ? Éducation gratuite, santé pour tous, Chavez a mis en place une politique sociale sans précédent. Elle est financée par le pétrole. La réalité est encore peu connue, mais cette année, pour la première fois, les réserves de brut du Venezuela ont dépassé celles de l'Arabie Saoudite. Le pays concentre la plus grande réserve d'hydrocarbures de la planète. Le Venezuela est aujourd'hui le 5e exportateur de pétrole du monde. Le siège de PDVSA à Caracas, l'entreprise publique pétrolière. C'est elle qui récupère l'argent du pétrole. Avec l'envolée du prix du baril, cela représente une richesse inouïe, plusieurs millions de dollars quotidiens. D'après la loi, cette manne pétrolière ne doit être utilisée que pour des programmes sociaux, destinés au peuple. C'est le nouveau slogan de PDVSA. Aujourd'hui, le pétrole est à tous. Et le peuple en profite, effectivement. Premier cadeau du président, ici, le plein d'essence est quasiment gratuit. 60 litres coûtent moins de 6 bolivars, soit environ 50 centimes d'euros. 5 bolivars 50, ça coûte rien. L'eau coûte plus cher. 1 litre d'eau minérale, c'est plus cher. C'est la moins chère de la planète. Ça, c'est grâce à la révolution. C'est grâce à Chavez. Le commandant nous donne tout. Mais le pétrole sert surtout à financer les œuvres sociales du chavisme. Ici, on les appelle les missions. Dans tout le pays, elles ont changé concrètement la vie de plusieurs millions de démunis. C'est une des grandes fiertés du régime qu'on nous laisse facilement filmer. Dans le quartier de Katia, voici une de ces missions, comme le gouvernement en a créé par milliers dans tous les bidonvilles du pays. Un ensemble flambant neuf. Ici, tout est gratuit. La santé est une des réussites les plus concrètes de ces missions. Dans les cliniques populaires, les habitants venus des quartiers ne payent rien. On va te donner ça à la pharmacie, ok? C'est pour la douleur? Un changement radical pour des populations exclues du système pendant des décennies.
Avant, on n'avait pas un seul médecin, aucune des cliniques que le président Chavez, grâce à Dieu, nous a données. Quand il y avait une urgence, on n'avait même pas de quoi se payer le bus qui nous emmènerait à l'hôpital. Alors que maintenant, tout est à 50 mètres de la maison. Une santé gratuite et à portée de main. Mais tous ces dons ont une contrepartie, la soumission à la propagande. Nous la découvrons dans cette autre mission, juste à côté. Des cours du soir pour adultes. Vous croyez que si on n'avait pas la révolution, on aurait tout ce qu'on a là? Vous croyez que sans la révolution, on aurait la nourriture bon marché? Très bien. Petit rappel des bienfaits de la révolution pour commencer le cours d'économie. Le thème de la leçon du soir, les qualités du bon patron socialiste. Pourquoi un patron socialiste doit-il être impliqué dans la vie politique? Parce qu'on est très différent des entreprises capitalistes. Les entreprises socialistes pensent à tous, alors que les capitalistes pensent juste à ramasser tout pour eux. Les participants de la mission sont ravis. Pour eux, il ne s'agit pas d'endoctrinement, mais de réveil politique. Avant, ils ne voulaient pas qu'on s'intéresse à la politique pour pouvoir mieux nous dominer. Parce qu'à l'époque, on ne savait rien. On ne savait même pas combien coûtait un baril de pétrole. On ne savait rien. Le peuple connaît aujourd'hui le prix du baril de pétrole. Et il en bénéficie effectivement grâce à ses nombreuses missions. Mais nous allons découvrir que le pétrole ne profite pas qu'au peuple. Une grande partie de l'argent est détournée à d'autres fins par le pouvoir. La manne pétrolière doit normalement aller à des œuvres sociales. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. L'argent du pétrole va dans un fonds placé sous la seule autorité de Chavez. Il doit servir au financement des grandes missions, à des projets d'infrastructure, de santé, d'éducation. Seulement, il y a aussi ces deux mots, entre autres. C'est dans cette « entre autres » que tout se joue. Le pouvoir ne révèle jamais comment l'argent de ce fonds est redistribué. Mais nous nous sommes procuré un document confidentiel qui n'aurait jamais dû sortir du ministère des Finances. Ce bilan décrit dans le détail la répartition de l'argent du pétrole pour l'année 2010. Le budget total, faramineux, est de 10 milliards de dollars. Nous allons nous rendre compte que l'essentiel de cet argent ne va pas dans l'aide aux plus pauvres. Chavez s'en sert pour faire des cadeaux à l'étranger, des dons à ses alliés idéologiques. À Cuba, par exemple, construction d'une usine, 59 millions de dollars. Autre projet, au contour plus flou, d'une commission d'aide à Cuba, 263 millions de dollars. Au total, le régime de Fidel Castro a perçu 1,6 milliard de dollars en 2010, grâce au pétrole vénézuélien. Et la liste des pays bénéficiaires est longue. En plus de Cuba, d'autres régimes de gauche latino-américains, Guatemala, Bolivie, Nicaragua, Équateur. Mais Chavez ne se limite pas à l'Amérique latine. On retrouve également l'Iran, la Syrie et des pays de l'Est, comme la Biélorussie et la Russie. D'après nos calculs, sur cette année, plus d'un tiers des dépenses de l'argent du pétrole ont été versées à l'étranger, et non à l'aide aux plus démunis, comme le prévoit la loi. La diplomatie du pétrole a permis au président vénézuélien de s'imposer en acteur incontournable sur la scène internationale. C'est un coup d'éclat à l'ONU, le 20 septembre 2006, qui le lance dans cette voie-là. Ce jour-là, Chavez prend la parole au lendemain d'un discours de George Bush, à la tribune même où le président américain a parlé. Hier, le diable est passé par ici. Sur ce lieu même, ça sent encore le souffle. L'Amérique, grand Satan, la voie est tracée. Ceux qui sont contre les États-Unis sont désormais ses amis. Agresión al pueblo de Irak. Desde aquí aprovecho para saludar también al pueblo iraquí y exigir que se retire el imperio de Irak y que le permitan a ese pueblo retomar su propio camino.
Y yo quiero insistir en eso, ¿sabes? Antes que el tiempo se nos acabe. Sí. Bueno, lo que decíamos ayer y hoy, y mirando la pasión siria, y mirando hace varios días y noches bajo la luna que estaba ya casi llena, la noche del 40 aniversario de la revolución libia con Gaddafi, conversando con Muammar al-Gaddafi, caminando por alguna calle de Trípoli y viendo aquel pueblo celebrando su 40 aniversario, y luego en Argel con Buteflika, y recordando aquellos años de la revolución de Argelia. Yo nacía cuando ya Buteflika andaba con un fusil en las manos luchando por la liberación del pueblo argelino. Mirando todo esto, leyendo sobre la historia de grandes líderes africanos, de grandes líderes árabes, como, bueno, hay que nombrarlo, yo soy nacerista, hay que nombrarlo, yo tengo que nombrarlo, a Nasser. Yo invito al pueblo árabe a mirar su historia, a mirar sus líderes, así como hemos hablado del gran libertador, el gran líder de Siria, el sultán Bachar al-Atrash. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, y los grandes líderes de este pueblo, retomar lo de Lázaro. El pueblo árabe tiene que resucitar completamente y levantar las banderas del panarabismo, levantar las banderas de la unidad árabe, levantar las banderas de la dignidad árabe. Ni un solo árabe debería arrastrarse a los intereses del imperio norteamericano, que tanto daño le ha hecho al pueblo árabe precisamente. Ni un solo latinoamericano debería arrastrarse más al imperio yanqui, que tanto daño nos ha hecho. Es hora de la dignidad. Bueno, lo decía Nasser, es la batalla del destino, es nuestra batalla. Es ahora, llegó la hora de la unión. Llegó la hora de la victoria, ya basta de tanta derrota, ya basta de tanta desunión. Yo, desde mi corazón, este mensaje al pueblo árabe. Quand il a reçu les dictateurs les plus sulfureux de la planète, Bachar el-Assad, le président syrien, Kadhafi, ex-dictateur de la Libye, il ne s'agissait pas que de realpolitik, mais de vraies alliances idéologiques. Son plus grand ami est devenu au fil des années le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. L'homme qui veut rayer Israël de la carte est venu 11 fois depuis 2005 au Venezuela. Tu es le frère du peuple vénézuélien. Je t'apporte toute l'amitié du peuple iranien. L'occasion de grandes déclarations d'amitié, mais surtout d'accords bien concrets. En tout, Caracas et Téhéran ont signé des centaines de contrats. Construction d'immeubles, usines de ciment, d'automobiles. Dans le pays, on retrouve partout de ces entreprises irano-vénézuéliennes. Réalisées en socialisme, dit leur slogan. Cette amitié inquiète les États-Unis, qui n'apprécient pas de voir l'Iran, leur ennemi historique, s'implanter si près de leur territoire. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller, y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador.
Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Le 23 janvier 2009, ce télégramme est envoyé à toutes les ambassades latino-américaines par Hillary Clinton, secrétaire d'État des États-Unis. Elle constate le rapprochement irano-vénézuélien et pose cette question cruciale. Téhéran a-t-il l'intention d'utiliser la région comme base arrière pour de potentielles attaques terroristes? Les inquiétudes les plus vives concernent une éventuelle présence du Hezbollah, l'organisation politique et militaire financée par l'Iran. Des individus liés au Hezbollah voient probablement le Venezuela comme un abri, où ils peuvent collecter des fonds et mener leurs activités sans être inquiétés. Le Hezbollah, ou Parti de Dieu, basé au Liban, financé par Téhéran, classé comme organisation terroriste par les États-Unis. Au Venezuela, des responsables financiers de l'organisation seraient présents pour récolter des fonds auprès de la communauté libanaise. Un doute relayé par le département du Trésor américain. En 2008, il gèle les avoirs de 4 d'entre eux, dont il diffuse les noms. Parmi eux, celui de Fouazi Canaan. Il est décrit comme un militant du Hezbollah et un important collecteur de fonds pour l'organisation. Une adresse est diffusée. Fouazi Canaan aurait une agence de voyage à Caracas. Nous nous rendons sur place, mais l'agence a fermé. Les commerçants du quartier nous procurent l'adresse de la nouvelle agence qui leur est ouverte. Altamira, dans les quartiers chics de Caracas, nous attendons celui que les États-Unis présentent comme l'un des plus importants collecteurs de fonds du Hezbollah de la région. Nous allons nous présenter comme des journalistes, mais sans dire que nous filmons. Fouazi Canaan va démentir tout lien avec le Hezbollah, tout en prenant la défense de l'organisation. J'ai vu que votre nom a été cité dans un rapport du Trésor américain. Mais c'est un mensonge, ce sont des menteurs. Alors pourquoi votre nom apparaît? Non, ça, ce sont les Américains qui le disent. Mais ce sont eux les terroristes. Ils tuent des gens en Irak, en Afghanistan, partout. Ce sont eux les terroristes.
Le Hezbollah défend son pays, je ne les défends pas, mais je suis libanais. Je dois dire la vérité, le Hezbollah, c'est un parti libanais qui aide son peuple. Mais surtout, nous apprenons qu'après diffusion du rapport américain, aucune enquête n'a été menée. Fouazi Canaan n'a jamais été inquiété par le pouvoir. Au contraire, il serait même protégé. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien m'a appelé. Oui, le ministre en personne a pris son téléphone pour me dire directement « Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Tout ça, c'est juste de la propagande contre Chavez. » Chavez, protecteur du Hezbollah, financier de tous les anti-américains, le pouvoir et le pétrole du président lui ont servi à se construire une image de héros anti-impérialiste. Mais d'après l'opposition, ce révolutionnaire, dans sa générosité, n'a pas oublié sa famille. En 13 ans de pouvoir, Hugo Chavez aurait fait la fortune de son clan. Pour le vérifier, nous décidons de nous rendre dans l'état de Barinas, le fief des Chavez, que sa famille n'a jamais quitté. Une zone reculée, rurale, très pauvre. C'est ici, dans le petit village de Sabaneta, qu'Hugo Chavez est né. Il a été élevé dans cette petite maison avec ses 5 frères par des parents instituteurs. Mais il y a longtemps que sa famille a quitté le village. Partout sur la route, les visages des frères de Chavez s'affichent. À Barinas, on les appelle désormais la famille royale. Ils ont obtenu des postes dans toute la région, mais aussi au plus haut niveau de l'État. La photo de famille est désormais un organigramme du pouvoir. Autour d'Hugo Chavez, le patriarche, Hugo Père, gouverneur de Barinas pendant 10 ans. Hannibal, maire de la ville natale des Chavez. Argenis a été secrétaire d'État, vice-ministre de l'énergie. Adélis est vice-présidente de Sofitasa, une des principales banques du Venezuela. Narciso, ambassadeur. Adán, ex-ministre de l'Éducation, actuel gouverneur de la région. 6 frères au pouvoir, autour d'Elena, la mère, la véritable chef du clan, d'après la population. L'opposition accuse la famille de Chavez d'avoir fait fortune grâce au président. Pire, les proches du héros de la Révolution se seraient transformés en immenses propriétaires terriens. Un seul homme dans la région a osé dénoncer cela. Wilmer Asuaje est un ex-chaviste. Il a été élu sous les couleurs du président. Mais il a quitté le parti quand il a vu les Chavez s'enrichir en quelques années. Il n'y a aucun doute. Ils sont aujourd'hui les plus riches de Barinas. Et pire, ce sont des propriétaires terriens, eux qui les ont tant critiqués. Wilmer Asuaje veut nous montrer que le clan possède aujourd'hui quasiment toute la région. Eux qui n'avaient rien quand Chavez a été élu, ont acquis en 13 ans des milliers d'hectares. Il nous emmène devant une première finca, ces domaines immenses hérités de la colonisation espagnole. Voilà, la Malagueña. D'ici jusque là-bas, tout est à eux. Wilmer Asuaje nous explique le système. Pour camoufler leur fortune, les Chavez n'achètent jamais les terres en leur nom. Ils utilisent des hommes de paille, des prête-noms. Celle-là est au nom de Nestor Izarra. C'est un de leurs employés. Il leur prépare à manger. Les Chavez l'ont mis à son nom. Ça représente des milliers d'hectares avec le meilleur bétail de toute la région. Jamais quelqu'un d'aussi pauvre n'aurait pu acheter du jour au lendemain une propriété comme ça. Nous avons récupéré l'acte de vente de la propriété. Son prix, 800 millions de bolivars, soit 150 millions d'euros. Effectivement payé par Nestor Izarra, employé des Chavez. Une somme impossible à trouver pour un simple cuisinier. Et quand on leur demande, les voisins savent bien qui sont les vrais propriétaires de la Malagueña. Elle est où la finca des Chavez? Celle-là? C'est bien la Malagueña? Vous allez voir le portail, il y a un petit panneau, c'est écrit « Propriété de la Malagueña ». Et après, tout est à eux.
Wilmer Asuaje va nous emmener devant d'autres propriétés. Tout ce que l'on voit depuis qu'on roule sur ma gauche, tout ça est au Chavez, tout ça. Et c'est facile à reconnaître, parce que pour aller chez eux, la route est goudronnée. Une à une, devant des fincas dont aucune n'est à leur nom. Les gens du pays nous indiquent les propriétés des Chavez. Celle-là est au nom de leur nounou. Elle est où la finca des Chavez? Et celle du frère Narciso? C'est l'autre, à côté? Merci. Au total, les Chavez posséderaient 17 fincas, un territoire équivalent à la moitié de la Martinique. Comment une simple famille d'instituteurs s'est transformée en propriétaire de plusieurs dizaines de milliers d'hectares? Wilmer Asuaje a déposé plusieurs plaintes pour népotisme et enrichissement illégal. Aucune d'entre elles n'a pour l'instant abouti. À l'image du président, la famille de Chavez ne se montre que rarement et ne répond jamais à la presse. Mais ce jour-là, nous apprenons qu'un événement est organisé pour la fête des mères. Au théâtre de Barinas, on rend hommage à la première d'entre elles, Elena, la mère du commandant. Elena est assise au premier rang. À ses côtés, avec une casquette rouge, le père d'Hugo Chavez, diminué par un accident cérébral. Nous sommes arrivés au cours de l'événement. Dans l'ambiance de fête et au milieu de quelques photographes officiels, nous réussissons à ne pas nous faire remarquer. À Barinas, être la mère de Chavez, c'est être la mère de Dieu. Sa simple présence provoque une ferveur quasi religieuse. L'hommage à celle qui a donné la vie au commandant va durer 6 heures. Sur scène, Elena a tous les gestes de son fils. Comme lui, elle assure le spectacle et semble adorer ça. Ça n'est pas important d'être la mère du président. Je suis un être humain comme tout le monde, comme toi, comme toi. J'ai donné vie à mon fils et je vous l'ai donné à vous et à la patrie, pour que vous le preniez. Ce matin, on m'a demandé « Madame, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de fête des mères de la part du président ?» Et j'ai dit « Rien. Je n'ai jamais rien demandé à mon fils. Dites-lui juste qu'il vienne à la maison manger avec moi. Et ce sera mon plus beau cadeau. » Après son discours, Elena quitte la salle. Nous l'attendons à la sortie du théâtre. Vous avez dit dans votre discours qu'Hugo Chavez ne vous a jamais fait de cadeau. Non, il m'a fait quelques cadeaux, mais je ne lui ai jamais rien demandé. Mais oui, il m'a offert quelques cadeaux, des boucles d'oreilles en or, une orchidée en or. Votre famille à Barinas s'est enrichie depuis qu'Hugo Chavez est au pouvoir? Non, Seigneur, non, Dieu nous en protège, nous n'avons aucune richesse. On nous a dit que vous aviez 17 fincas dans la région. Non, non, ils disent aussi que j'ai des maisons à Miami. Non, mais tout est faux, ce sont des rats et nous ne sommes pas des rats. Nous croyons dans le peuple, nous sommes le peuple. Et nous aimons le peuple, et le peuple nous aime, grâce à Dieu et à la Vierge. Allez, merci ma chérie, Dieu te bénisse, merci. Elena Chavez met fin à l'interview, refusant de reconnaître jusqu'à la possession d'une seule finca. Mais après quelques photos, c'est elle qui veut ajouter quelque chose, pour nous quitter sur une jolie phrase. Nous sommes riches, mais d'amour, parce que le peuple nous donne beaucoup d'amour. Voilà notre seule richesse, l'amour. L'amour du peuple, leitmotiv du pouvoir chaviste. Malgré la violence, la censure, l'enrichissement personnel, jamais Hugo Chavez n'a perdu de sa popularité. C'est le tour de magie du personnage. Le grand mensonge d'Hugo Chavez fait toujours rêver le peuple du Venezuela.
Grand titre de l'actualité ce soir, l'hommage d'un peuple, d'une partie d'un peuple à son leader, Hugo Chavez, charismatique président du Venezuela depuis 14 ans, s'est éteint la nuit dernière des suites d'un cancer. Image des rues de Caracas ici en direct où une foule immense s'est rassemblée pour assister au passage de son cercueil. Avant de retrouver Maryse Burgot qui est sur place, les toutes dernières images commentées par Fanny Lothaire. Ils sont des centaines de milliers de Vénézuéliens dans les rues de Caracas. D'une partie d'un peuple. À crier leurs adieux. Une marée humaine, couleur de la révolution socialiste. D'une partie d'un peuple. Accompagne la dépouille du commandante. En pleurs, ces partisans suivent le dernier voyage de leur leader, direction l'académie militaire. Ils pourront s'y recueillir jusqu'à ses funérailles vendredi. Vive Chavez, il restera toujours dans notre cœur, nous t'aimons, commandante. Je te remercie parce que c'est grâce à toi si je vis dans un logement décent et que j'ai un travail. Hier soir, c'est à la télévision nationale que le vice-président Nicolás Maduro annonce la nouvelle au bord des larmes. 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Devant l'hôpital militaire où il est mort, les partisans d'Hugo Chavez s'étaient massés depuis plusieurs heures. Après l'annonce, un silence pesant laisse très vite place au klaxon des motards. Les cris retentissent place Bolivar, symbole de la révolution socialiste. 7 jours de deuil national sont décrétés et de nouvelles élections seront organisées dans 30 jours. Le Venezuela va devoir désormais construire l'après-Chavez. Miren, esta mañana estaba yo oyendo al diputado y amigo Héctor Navarro, que además es matemático y científico, y en una entrevista en el Canal 8, y le hacen una pregunta sobre este tema. Y Héctor, que además es muy ecuánime, lo conocemos, muy ponderado, decía una gran verdad. Es muy difícil explicar a estas alturas ya, con la ley de las probabilidades, por ejemplo, lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina. Al menos es extraño, muy, muy, muy extraño. Yo no quiero lanzar ninguna acusación temeraria, no. Pero hace poco yo veía por Telesur al presidente guatemalteco Álvaro Colón, nuestro amigo, que entregará la presidencia al general Otto Pérez, ahora en enero, electo presidente, un general del ejército de Guatemala, a quien yo conocí, por cierto, por allá por los años 80, cuando estuve en Guatemala varios meses en un curso de asuntos civiles y guerra política. Álvaro Colón estaba en un acto pidiendo perdón a nombre del Estado guatemalteco y pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que asumiera su responsabilidad, porque se demostró 50 años después, 40 años después, se ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más, lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, ¿eh? ¿Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora? ¿Y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto? No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño.
que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer y miren cómo anda por ahí, al frente de una batalla, allá en el pueblo paraguayo y en América Latina, pues. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. Bueno, es un poco difícil esto de explicarlo, ¿no? De razonarlo. Incluso utilizando la ley de las probabilidades. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer, cuidado con una, qué sé yo, una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Bueno, pero uno anda pues en manos de Dios por ahí. En todo caso, repito, yo no estoy acusando a nadie, solo estoy haciendo uso de mi libertad para reflexionar y emitir comentarios ante hechos muy extraños y difíciles de explicar. Fuerza Cristina, vivirá, viviremos y venceremos por América Latina, por nuestros pueblos. Bueno, habrá que cuidar mucho a Evo. Evo, cuídate. ¿Sí? Correa, cuídate. Claro, uno no sabe. Tú eres científica. No, ustedes son científicos. Ahí está la doctora Coronela Sader, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay científicos, estudiosos de la ciencia. ¡Cuántas cosas no han desarrollado los países más poderosos! ¿Cómo murió Yasser Arafat, por ejemplo? El gran líder palestino. El único diagnóstico que se conoce, que lo dio su médico, dijo: extrañas alteraciones en la sangre. Extrañas alteraciones sanguíneas. Y no hubo forma de salvarle la vida a Yasser Arafat. Todos los partidos políticos tienen testigos de mesa, observadores. Antes no, solo AD y COPEI tenían dominio de las mesas electorales. Así que aquí no habrá fraude, es imposible que lo haya. Pero el plan lo están elaborando. Cantar fraude, ya me imagino al gobierno de Estados Unidos decir que hubo fraude en Venezuela, ya me imagino a algunos líderes europeos, aliados de Estados Unidos, diciendo lo mismo, ya me imagino a algunas organizaciones internacionales diciendo lo mismo, ya me imagino a la prensa mundial y los grandes titulares: Chávez perdió, el dictador se niega a entregar el gobierno. Y luego los llamados a la violencia. Ese plan, repito, lo están haciendo. ¿Cuál es nuestra tarea? Desde ahora, neutralizarlo. Y neutralizarlo, por supuesto, en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes de nuestra República Bolivariana. Pero es necesario irlo señalando y hacer un llamado a la dirigencia opositora, hacer un llamado a los medios de comunicación que pudieran prestarse para este plan macabro contra Venezuela, contra la paz de Venezuela, contra la independencia de Venezuela,
hacer un llamado a quienes siguen a estos dirigentes de oposición, hacer un llamado a la transparencia, hacer un llamado a la conciencia, hacer un llamado, a la inteligencia nacional. Que nadie se deje manipular y conducir por los caminos de la violencia. Ratifico pues nuestro apoyo al gobierno ruso, al pueblo ruso y a la patria rusa, que desde hace varios años se levantó de nuevo y se ha venido convirtiendo en un obstáculo para las pretensiones imperialistas de Estados Unidos. Eso no le gusta, por supuesto, al imperio yanqui, y ahora están tratando, una vez más, de debilitar a Rusia, de debilitar a sus fuerzas armadas, a su liderazgo, a su pueblo, a la unidad nacional. Lo mismo que han tratado de hacer aquí, y lo lograron durante mucho tiempo. Durante casi 200 años lo lograron. Porque Bolívar lo dijo toda su vida: unidad, 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 o la anarquía nos devorará, dijo un día. Otro día dijo: solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Otro día dijo: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Toda su vida luchó sin descanso por la unión nacional, por la unión de América Latina, para evitar caer en las garras del imperio que nacía, y él lo previó, lo intuyó, lo vio, con su visión de águila, con su visión de futuro. Los Estados Unidos, dijo Bolívar, de Norteamérica, parecen destinados por la providencia para plagar esta América de miserias a nombre de la libertad. Sí, tal cual ocurrió. La profecía de Bolívar se cumplió. Solo unidos, camaradas, seremos libres. Por eso hoy, 28 de diciembre, sigamos no solo pregonando la unidad de la Fuerza Armada, la unidad de la Fuerza Armada con el pueblo, sino construyéndola paso a paso. La unidad es la más grande garantía de nuestra independencia.